Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Voici les titres. Prêter serment devant le drapeau national est un rituel solennel et sacré qui affirme allégeance les plus hauts dirigeants de l'État à leur patrie et à leur peuple. Cela est désormais obligatoire selon la Constitution de 2013. Le nombre de personnes atteintes d'autisme ne cesse d'augmenter au Vietnam. Le 2 avril est désormais la journée vietnamienne de sensibilisation à l'autisme. Et enfin, rencontre avec Do Trinh Hoài Nam, le designer talentueux qui a contribué à la promotion de l'image de Áo Dài auprès des amis internationaux. Samedi matin, l'Assemblée nationale a élu le nouveau président de la République. Seul candidat à ce poste, M. Trần Đại Quang a reçu 451 voix sur 480 suffrages valides pour devenir le nouveau chef de l'État et président du Conseil de la Défense et de la Sécurité. Ministre de la Sécurité publique depuis 2011, le général Trần Đại Quang est également membre du comité central du Parti communiste vietnamien et du bureau politique du PCV. Xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Après son élection, le nouveau président de la République a promis devant les députés de tout faire pour honorer la tâche qui lui a été confiée par le parti, l'État et le peuple. Conformément à la Constitution de 2013, les présidents de la République, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et président de la Cour suprême populaire doivent prêter serment dès qu'ils sont élus ou nommés par l'Assemblée nationale. La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nguyễn Thị Kim Ngân, et le nouveau président de la République, M. Trần Đại Quang, ont été les premiers dirigeants à le faire. L'ajout de cet engagement dans la Constitution de 2013 a créé une base importante pour les citoyens vietnamiens d'exercer leur droit de surveillance vis-à-vis des postes clés de l'appareil d'État. Voici l'image de la session d'ouverture de la première législature de l'Assemblée nationale le 2 mars 1946. Lors de cette session, le président Ho Chi Minh avait prêté serment devant les députés. Près de 70 ans après, la Constitution de 2013 a réintégré cet acte dans son texte, stipulant que les plus hauts dirigeants de l'État, après leur élection, doivent prêter serment devant le drapeau national. C'est un acte de volonté et d'honneur. Quand une personne prête serment devant le drapeau national, il s'engage à consacrer toutes ses forces, tout son honneur et son talent pour la cause de la patrie. J'apprécie sincèrement ce rituel et je souhaite qu'il soit encore plus étendu. À mon avis, après la libération d'un dirigeant de ses fonctions, le candidat nommé par le comité permanent de l'Assemblée nationale doit présenter son plan d'action et convaincre les députés qu'il mérite d'être élu. Pour les électeurs vietnamiens, les serments du président de la République et d'autres hauts dirigeants revêtent une grande signification spirituelle. Ils affirment leur allégeance à la patrie et leur respect envers les habitants. Je suis très ému de voir la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale et le nouveau chef de l'État prêter serment devant le drapeau national. Ainsi, ils s'engagent leurs responsabilités envers la patrie et le peuple. C'est un rituel à la fois solennel et sacré. Les chefs de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de la Cour suprême populaire représentent les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires du pays. Ils promettent non seulement devant les citoyens vietnamiens, mais aussi devant le monde entier. Une chose est sûre, le serment des plus hauts dirigeants contribuera à inspirer les Vietnamiens et à renforcer leur solidarité. Passons à d'autres informations du jour. Durant le premier trimestre de l'année 2016, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 5,46%, soit inférieure au niveau de 6,2% prévu par la banque ANZ. Malgré cela, cette dernière se montre toujours optimiste quant aux perspectives de croissance de l'économie vietnamienne par rapport à d'autres économies de la région du Mekong.
Dans son rapport récemment publié, l'ANZ explique que la production agricole du Vietnam a été plus ou moins affectée par la sécheresse. Par ailleurs, la production industrielle n'a connu une croissance que de 6,2% contre 9% lors de la même période de l'an dernier. Cependant, les exportations vietnamiennes continueront de bien se porter. L'inflation serait maîtrisée en dessous de 2% et la croissance du PIB est estimée à 6,9% pour 2016 selon l'ANZ. Le marché de la vente au détail au Vietnam s'anime et devient de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée de nombreux géants de Thaïlande, de Corée du Sud, de Malaisie, de Singapour, de France, d'Allemagne et du Japon. Les entreprises domestiques doivent s'efforcer de faire face à la concurrence sur un terrain de jeu plus ouvert. Plus de détails dans le reportage qui suit. Les galettes de riz gai, les nouilles de riz chou, les lichis séchés de Lục Ngạn. Madame Yen est heureuse de pouvoir acheter ses spécialités de Bắc Sang dans ce supermarché qui a récemment ouvert près de chez elle. Je ne pensais pas trouver ces galettes de riz dans un supermarché. En plus, il est tout près de chez moi. Ce supermarché est le 4e de ce genre à s'être ouvert à Bắc Sang au cours des 2 dernières années. La direction de l'entreprise souhaite élargir son réseau de distribution dans les marchés auxquels les géants étrangers n'ont pas encore accès. Nous nous efforçons de consolider nos réseaux existants en améliorant la qualité de nos produits et de nos services. De plus, nous développons notre système de distribution dans les banlieues, les nouveaux centres urbains ou les provinces avec des mini-supermarchés ou des supermarchés de quartier. Outre les changements de stratégie, les entreprises domestiques doivent coopérer pour accélérer la production nationale, établir leur place dans le système de la vente au détail et conserver leur part du marché domestique. L'union fait la force, mais il faut respecter certains principes. Nous devons former notre personnel d'une manière professionnelle. Dans un supermarché à l'étranger, les employés disent souvent merci, mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous devons également réduire les intermédiaires et créer une chaîne directe de la production à la vente au détail. L'autre facteur qui ne doit pas être négligé dans cette concurrence est la création d'un environnement de concurrence loyale et des politiques de soutien favorables aux détaillants domestiques. Les soutiens étatiques résident dans les politiques favorisant l'accès aux ressources foncières et la formation des ressources humaines pour les entreprises. Nous pensons qu'il faut avoir un soutien plus fort pour les distributeurs au détail. Il est préférable que les politiques et les lois soient plus transparentes afin de favoriser une concurrence équitable. Il est incontestable que la présence des grands distributeurs étrangers stimule les entreprises nationales. Celles-ci doivent modifier le plan d'affaires et améliorer la qualité de leurs services pour rester compétitives sur le marché. Après plus de 2 semaines d'attente, le delta du Mekong commence à accueillir les premiers afflux d'eau en provenance de Chine et du Laos. Ces derniers jours, le niveau de l'eau en amont des fleuves Tiền et Hậu a augmenté d'environ 20 cm. Selon les statistiques du Centre météorologique du Nambo, avec un débit de plus de 2800 mètres cubes par seconde, le bassin du Mekong serait alimenté en eau dans environ une semaine. L'eau salée pourra ainsi être repoussée à environ 20 km de la côte, ce qui profitera en premier lieu aux provinces riveraines des fleuves Tiền et Hậu. Cette situation résulte de la décision par la Chine et le Laos d'ouvrir leurs barrages hydrauliques afin d'aider la sous-région du Mekong, dont le delta du Mekong au Vietnam, pour remédier à la sécheresse historique qui y sévit depuis plusieurs mois. La province de Thừa Thiên Huế au centre renforce la promotion de son tourisme. Une conférence sur la coopération et le développement du tourisme de Thừa Thiên Huế a été organisée vendredi avec la participation de plus de 100 délégués de l'administration nationale du tourisme, les associations et les agences de voyage de tout le pays. Cette conférence visait aussi à promouvoir les événements phares du 9e festival de Huế qui aura lieu du 29 avril au 4 mai.
Durant les 6 jours de cet événement, une série de représentations artistiques traditionnelles et contemporaines auront lieu sur les différentes scènes montées au sein de la citadelle, du palais Andik et dans les rues de la ville. 34 troupes artistiques, dont 22 troupes étrangères, y sont attendues. Le festival mettra en lumière les différentes cultures du monde, avec notamment la quintessence des patrimoines culturels et artistiques du Vietnam et de la province de Thừa Thiên Huế. Le 2 avril a été choisi par l'ONU comme la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle vise à appeler les nations à prêter plus d'attention à ce trouble. Actuellement, le nombre d'enfants d'autistes ne cesse d'augmenter au Vietnam. Et afin que la population comprenne mieux ce qu'est l'autisme, un colloque ayant pour thème « Journée vietnamienne de l'autisme » a été organisé récemment à Hanoï par le réseau des autistes du Vietnam. Plus de détails. Au Vietnam, il n'y a pas suffisamment de données officielles sur le nombre d'enfants autistes. Mais selon une étude de l'hôpital pédiatrique central, le nombre d'enfants qui a diagnostiqué et traité en 2007 a été 50 fois plus important qu'en l'an 2000. Durant la période de 2000 à 2007, le taux d'autistes est passé de 122 à 268%. Jusqu'à aujourd'hui, environ 200 000 enfants autistes ont été enregistrés au Vietnam. Face à cette situation, la sensibilisation de la communauté envers ce trouble devient primordiale. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas identifier exactement la différence entre l'autisme et les troubles du spectre autistique. Les interventions et les méthodes de traitement n'ont pas encore été confirmées, donc on ne considérait pas encore l'autisme comme une maladie, mais un trouble du spectre autistique. Lors du colloque Journée vietnamienne de l'autisme, un message important a été passé. Les autistes peuvent s'intégrer à la communauté. Comme d'autres individus handicapés ou non, les autistes sont tout à fait capables de prendre part à la vie quotidienne. Les personnes légèrement atteintes peuvent exercer des métiers simples dans des bureaux. Nous devons continuer d'élaborer les documents juridiques et développer les services de soutien en faveur des autistes dans le secteur de l'éducation, de l'accès à l'emploi et des soins médicaux. Outre la sensibilisation du public, il faut avoir des politiques visant à mieux protéger les droits des personnes autistes et à faciliter leur intégration sociale. Et notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Pour la première fois dans son histoire, l'Assemblée nationale vietnamienne a une présidente. À la majorité des voix, Mme Nguyễn Thị Kim Ngân, ancienne vice-présidente de la 13e législature de l'Assemblée nationale, a été élue en tant que présidente de cette même législature et présidente du Conseil électoral national. Elle remplace ainsi M. Nguyễn Sinh Hùng qui a été libéré de ses fonctions. Madame Nguyễn Thị Kim Ngân est la première femme à assumer une des plus hautes fonctions de l'État, la première à prêter serment à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, a participé au 4e sommet sur la sécurité nucléaire qui s'est déroulé du 31 mars au 1er avril à Washington, aux États-Unis. La participation du Vietnam à ce sommet témoigne de sa volonté de mise en œuvre de la politique d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. En marge de ce sommet, le chef de la diplomatie vietnamienne a eu un entretien avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Au centre de l'entretien, les mesures destinées à promouvoir le partenariat intégral entre les deux pays, ainsi que les préparatifs de la prochaine visite officielle du président Barack Obama au Vietnam. Le ministre vietnamien de la Défense, Phùng Quang Thanh, et son homologue chinois Chang Wan Quan ont co-présidé les 3e échanges d'amitié frontalière Vietnam-Chine qui ont eu lieu de lundi à jeudi dans les provinces vietnamiennes de Lạng Sơn et chinoises du Guangxi. Cet événement visait à renforcer la coopération entre les forces de défense frontalières des deux pays. Les gardes frontières des deux pays voisins ont patrouillé ensemble
Les deux délégations ont aussi assisté à la cérémonie d'ouverture de la maison culturelle d'amitié frontalière Vietnam-Chine. Pour la 11e année consécutive, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam a publié l'indice de compétitivité provinciale du Vietnam 2015. La ville de Da Nang au centre, les provinces de Dong Thap au sud et de Quang Ninh au nord occupent respectivement les 3 premières places dans ce classement. L'indice de compétitivité provinciale du Vietnam est basé sur des critères tels que l'accès au marché, la transparence, les services d'assistance aux entreprises et le temps consacré aux formalités administratives. Plus de 10 000 entreprises privées et 1 600 entreprises à capital étranger en activité au Vietnam ont répondu à cette enquête. Le Vietnam devrait atteindre une croissance de 6,7% en 2016, soit son plus haut niveau depuis 2008. Telle est l'estimation de la Banque asiatique de développement dans son rapport « Perspectives de développement en Asie » publié mercredi dernier à Hanoï. Selon la BAD, les retombées des accords de libre-échange profiteront au Vietnam, mais la concurrence n'en sera que plus forte. La Banque mondiale a publié lundi son rapport sur le phénomène du vieillissement démographique au Vietnam. Avec 18 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en 2040, le Vietnam est l'un des pays connaissant le rythme de vieillissement le plus rapide du monde. Les experts de la Banque mondiale ont proposé des solutions permettant au Vietnam de faire face à ce problème, telles que la prolongation de l'âge actif, la réorganisation du système de soins sanitaires et le développement de politiques financières publiques pour les soins de santé à long terme en faveur des personnes âgées. La semaine des jeunes du sommet Asie-Europe 2016 et une simulation du sommet de la SEM ont commencé vendredi le 1er avril à Hanoï. Ayant pour thème se mobiliser pour régler les défis du refus de la pauvreté, cet événement réunit plus de 100 jeunes délégués de près de 30 pays membres de la SEM. Les discussions se penchent sur 3 piliers de coopération de la SEM, politique, économie, culture et société. Pendant une semaine, les jeunes délégués écouteront des rapports sur les activités contre la pauvreté dans leur pays et sur le rôle des entreprises dans la création d'emplois pour les étudiants. Une exposition de photos sur les autistes a ouvert ses portes du 26 mars au 9 avril à Hanoï, dans le cadre de la première journée vietnamienne sur la perception de l'autisme. Intitulée Regard, cette exposition fait découvrir une trentaine de clichés pris par la photographe américaine Debbie Rozier, qui est elle aussi mère d'un enfant autiste. Ses œuvres racontent les différentes histoires des autistes au Vietnam et de par le monde. Elle contribue ainsi à la sensibilisation sur ce trouble psychologique au Vietnam. L'áo dài, tunique traditionnelle du Vietnam, permet aux Vietnamiennes de se démarquer des autres femmes du monde. À travers les siècles, l'áo dài a été le sujet d'inspiration de poètes, d'écrivains, de compositeurs, de peintres et de stylistes. Notre invité du jour est le designer Đỗ Trịnh Hoài Nam, qui a contribué à la promotion de l'image de cette tenue traditionnelle vietnamienne auprès des amis internationaux. Rencontrons-le sans plus tarder dans notre chapitre Invité du jour. Le designer Đỗ Trịnh Hoài Nam et 18 autres designers vietnamiens et étrangers ont présenté leur collection de áo dài lors de la fête des áo dài 2016 qui a eu lieu au Temple de la littérature à Hanoï. Particularité de ce défilé, chaque collection est consacrée à une fleur. Et ce sont les fleurs de la liane corail qui ont inspiré notre styliste Đỗ Trịnh Hoài Nam. Xin chào nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Cảm ơn anh đã tham gia với chương trình. Câu hỏi đầu tiên của chương trình là năm nay thì anh có tham gia lễ hội áo dài. Vậy thì anh mang tới lễ hội áo dài những cái thiết kế như thế nào và những sự độc đáo ra sao? Anh có thể chia sẻ với cả khán giả của VTV được không? Trong cái dịp mùng 8 tháng 3 này, trong cái lễ hội áo dài thì tôi đưa ra những cái dòng thiết kế với nhiều cái không gian khác nhau
để những cái bộ áo dài đó phù hợp với nhiều lứa tuổi và sử dụng theo nhiều mục đích và xuất hiện trong nhiều nơi. Trong cái Hoa Tigon thì nó là một câu chuyện tình yêu, có những lúc thăng hoa và có những lúc thâm trầm. Chính vì vậy khi với cái cảm xúc đó thì những cái lúc thăng hoa thì nó là những cái bộ trang phục với những cái sắc hồng, nó như tình yêu, nó như màu hồng, và với những cái bộ phong cách nó rất là nữ tính trẻ trung. Và có những cái lúc cái tình yêu nó trở nên nóng bỏng, nó sâu đậm rồi thì những cái màu đấy nó được đỏ thẫm lại, nó tím đỏ lại, và cái phong cách của cái bộ trang phục đó cái tình yêu nó thể hiện cái sự sâu sắc hơn của tình yêu. Có những cái lúc nó trở nên lạnh lẽo, có những lúc nó trở nên nghiêm túc, có lúc nó trở nên trang trọng, thì tất cả những cái cung bậc đó được đưa vào những cái trang phục mà những cái bộ trang phục đó nó thể hiện dành cho những cái người phụ nữ tuổi trung niên. Họ cần có những cái bộ trang phục màu được trầm lại, được tĩnh lặng lại, và những cái màu sắc đó nó tạo nên cái vẻ sang trọng, nó không còn nóng bỏng, nó không còn khoa trương như các cô gái trẻ nữa, và cái tâm hồn nó được sâu sắc hơn, nó được tĩnh lặng hơn, nhưng sâu thẳm trong đó nó vẫn là một cái tình yêu. Là một nhà thiết kế nổi tiếng với việc cách tân áo dài, vậy anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi một số các cái nhà phê bình họ nghĩ là việc cách tân áo dài lại làm mai một đi cái sự thuần túy, tinh khiết của trang phục truyền thống này được không? Thời trang thì cần phải có sự tiến hóa theo cái môi trường, nhu cầu cuộc sống, những cái hoạt động hàng ngày. Thời trang nó là để phục vụ cho người mặc, và ngoài ra cái tính văn hóa của nó vẫn có, nhưng cái văn hóa nó phải vào theo từng thời điểm. Áo dài cũng cần phải cách tân, cách điệu để cho phù hợp với cái không gian xuất hiện, thời gian xuất hiện, thời tiết, cũng như là công năng, tính năng, và quan trọng nhất là phải làm thời trang phải làm cho người mặc được đẹp hơn, được tự tin hơn. La collection Women in Love, Femmes amoureuses représente des styles d'áo dài modernisés typiques de Trịnh Hoài Nam. Il a combiné les matériaux traditionnels vietnamiens et les motifs occidentaux. Vậy thì ý nghĩa của cái bộ sưu tập Women in Love của anh là gì? Lấy cái ý tưởng cũng như cái hình ảnh là các cái tranh kính ở nhà thờ Đức Bà, với cái phong cách Gothic đó thì nó đã gây dấu ấn cho tôi. Điều đặc biệt ở trong những cái bức tranh kính, nếu chúng ta để ý kỹ một chút thì nó toàn bộ là những cái màu cơ bản, và những cái màu đó nó lại rất là gần với những cái tông màu của những cái chiếc áo quan họ, áo mớ 7, mớ 3, và chính vì vậy nó có cái cảm xúc. Tôi lấy cái ý tưởng từ một cái đám cưới tại nhà thờ, và trong đám cưới đó thì mỗi một cái trang phục nó giống như là một cái vị khách mời. Mỗi một cái trang phục nó được thể hiện ra một cái tính cách của một nhân vật, và tôi đã thiết kế cái bộ sưu tập đó nó giống như một cái vở nhạc kịch. Được biết là anh cũng đã tham gia vào các cái sự kiện thời trang quốc tế. Vậy anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong cái việc đưa thời trang Việt Nam ra tới thế giới như thế nào được không? Mang những cái sản phẩm thiết kế của Việt Nam ra nước ngoài thì bản thân tôi cũng luôn luôn ý thức được cái tính dân tộc, nhưng không có nghĩa là mình sang đó là mình áp đặt, mà mình vẫn phải có sự hòa nhập với những cái cộng đồng nước ngoài. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tôn vinh cái văn hóa của chúng ta mang cái tính cục bộ thì nó sẽ trói lại, và như vậy thì sẽ rất là khó để tiếp cận với hoặc là đem lại những cái sự hòa nhập đối với cái văn hóa nước ngoài. Chính vì vậy trong những cái thiết kế của tôi thì tôi luôn luôn giữ cái tính dân tộc và những hình ảnh của nó, nhưng mình khi đi đến bất cứ một đất nước nào thì tôi đều trình diễn ở đó, thì tôi sẽ đều tìm cái văn hóa của nước đó để tôi lấy một phần đặc trưng nhất đưa vào trong cái thiết kế của mình, nhưng nó vẫn không phá đi cái tính dân tộc. Cảm ơn anh với những chia sẻ rất hữu ích của mình trong chương trình On The Mic. Tôi muốn chúc anh những thành công lớn hơn, rực rỡ hơn với những tà áo dài cũng như là những dự định của mình trong tương lai.
Voici l'agenda des activités artistiques et culturelles. Découvrons les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.